Bueno, Alan, me gustaría empezar por ahí por una especie de relato de sus años de formación en la universidad, tratar de reconstruir un poco la atmósfera de los debates de esa época y un poco la influencia y la relación con sus maestros Sartre y Althusser. J'ai terminé mes études secondaires en province. Je ne suis pas parisien d'origine. D'abord, je suis né au Maroc. Et ensuite, j'ai passé mon enfance dans une ville provinciale, Toulouse, à Paris, qui est une ville du sud de la France. Et lorsque j'ai eu terminé mes études, j'étais en train de terminer mes études, il y a eu deux événements très importants dans ma vie. Le premier, ça a été de lire Sartre, effectivement, très jeune donc. Et le deuxième, ça a été le commencement de la guerre d'Algérie. Et je crois qu'il y a là quelque chose comme un destin, puisque dès le début, il y a eu un lien entre le problème politique, très grave, très important, la lutte anticoloniale, et la philosophie. Donc ce lien entre philosophie et politique s'est constitué dans ma vie elle-même, alors que j'étais vraiment un jeune homme. Ensuite, je suis allé à Paris, à l'École normale supérieure, où Althusser était enseignant de philosophie. Et au fond, Althusser a consolidé, a renforcé cette idée d'un lien naturel entre la philosophie et la politique, puisqu'il se proposait de transformer le marxisme de façon philosophique d'abord, pour ensuite influer sur la politique du Parti communiste français. Donc voilà, pour les influences premières, Sartre puis Althusser, je pense qu'elles sont toutes allées dans la direction d'un engagement qui, à mes yeux, était un engagement politique, bien sûr, mais qui était extrêmement et étroitement lié à la philosophie. Voilà pour mes débuts. Y en ese contexto, ¿cómo irrumpe el acontecimiento del 68? Alors oui, il faut quand même prendre un peu le temps des années intermédiaires, parce que pendant tout le temps où j'étais à l'École normale supérieure, il y a la guerre d'Algérie. La guerre d'Algérie, c'est une chose terrible, on a un peu oublié, mais c'est une chose terrible, c'est d'une extrême violence. Des centaines de milliers de jeunes Français participent à la guerre en Algérie. Il y a des tortures et des violences dans les commissariats parisiens eux-mêmes. Il y a des événements vraiment terribles comme en octobre, la marche des Algériens dans Paris qui a été réprimée sauvagement. On a jeté des gens dans l'eau de la Seine, etc. Donc toute cette période où j'ai assisté vraiment à la politique sous sa forme violente. Et je me suis engagé contre tout cela. Ça a occupé beaucoup de mon temps. Donc je suis devenu aussi une sorte de rebelle et de militant dans ces années-là. Et Althusser nous accompagnait et en même temps que nous faisions nos études de philosophie. Donc je termine mes études de philosophie, je suis nommé professeur dans une ville de province, à Reims, et c'est à ce moment-là que mai 68 se produit. Et mai 68 va être un changement radical, alors cette fois de ma vie militante, de mes conceptions et de ma philosophie. Et je crois pour deux raisons, si vous voulez. La première raison, c'est que je participais pour la première fois à un événement positif. Et c'était quelque chose de nouveau parce que c'était une création des jeunes étudiants, un peu après des jeunes ouvriers. Il y avait un lien qui se faisait entre les militants populaires et les militants intellectuels, et il y avait des idées de libération, d'émancipation qui étaient discutées dans la France entière. C'était pas comme la lutte contre la guerre d'Algérie. La lutte contre la guerre d'Algérie, c'était une résistance difficile et négative, critique. Tandis que là, c'était vraiment comme une naissance, comme quelque chose qui surgissait dans la... C'était un peu un printemps
de la vie et de l'action. Tandis que la guerre d'Algérie, c'était vraiment l'hiver, hein, c'était terrible. Donc ça, c'est la première raison. Et ça m'a donné la conviction que ce qui change vraiment la vie des gens, c'est quand il se produit quelque chose qui est affirmatif, quelque chose qui propose réellement du nouveau. Plus tard, j'appellerais ça un événement. À cette époque, je le vivais, je ne l'avais pas encore nommé. Et puis, il y a cette première raison. Puis, la deuxième raison, c'est que je me suis rendu compte que tout cela avait aussi une résonance mondiale. Nous avions aussi la révolution culturelle en Chine, les mouvements de la jeunesse en Allemagne, aux États-Unis, la guerre du Vietnam. Donc il y avait une grande scène, ce n'était pas simplement les barricades à Paris, c'était vraiment une grande scène mondiale. Et donc j'ai cherché, philosophiquement aussi, à penser le lien entre l'action locale, le mai 68 parisien et français, et puis les grands processus historiques, la scène mondiale. Et je me suis aperçu que la philosophie, c'est aussi un moyen de penser à la fois ce qui est sous vos yeux, ce que vous expérimentez, et puis le fond, la grande histoire qu'il y a derrière. Donc ça m'a donné une nouvelle vision du rapport entre la philosophie et la politique. Pero también fue una experiencia concreta de internacionalismo entonces. Ça a été une expérience concrète de deux choses fondamentales. La première, comme vous le dites, de l'internationalisme, de la nécessité de penser toujours les choses à une échelle aussi grande que possible. Et puis la deuxième, ça a été aussi le lien très étroit avec des gens d'origine sociale différente. C'est-à-dire la barrière quand même qu'il y a entre les intellectuels, les travailleurs manuels, entre les ouvriers et les employés, entre les fonctionnaires et le reste de la population. Tout cela a été un peu brouillé, démoli. Et quand même, quand nous faisions des manifestations, quand nous faisions des réunions, des organisations, c'est quand même notre activité principale, jour et nuit, eh bien nous le faisions avec des gens que nous n'avions pas rencontrés avant. Nous découvrions véritablement l'unité possible, l'unité politique possible de la population dans toutes ses composantes. Et en particulier avec au centre le lien politique réel entre intellectuels et ouvriers, c'est une chose que je n'avais pas connue dans les années précédentes. Pero para retomar algo de la charla de ayer, ¿eso se podría caracterizar como una especie de matérialisme aléatoire de l'encuentro, eso que sucedió, o lo diría de otra manera? Non, je pense que l'élément de rencontre est essentiel. L'élément de rencontre est essentiel, et du reste, je pense que tout événement, tout grand événement est une rencontre, en un certain sens. C'est la rencontre d'une relation, d'un rapport, d'une réalité que l'on ne connaissait pas et avec laquelle désormais on va faire quelque chose de nouveau. Donc c'est pas simplement la rencontre. Plus importante que la rencontre sont les conséquences de la rencontre. La rencontre, c'est une sorte de don, une sorte de grâce. C'est quelque chose d'imprévisible, d'incalculable. C'est absolument nécessaire. Mais finalement, ce qui va vraiment changer les choses, changer la vie, changer les conceptions, c'est si vous acceptez la rencontre. Et si vous acceptez la rencontre, ce qui veut dire si vous en tirez des conséquences et si vous vous engagez dans une construction de votre vie qui dépend justement de cette rencontre. Lo que usted llama fidelidad al acontecimiento. C'est ce que j'appelle fidélité, bien sûr, absolument. ¿Y cómo después de eso se relaciona su militancia con el maoísmo, digamos? ¿Qué tipo de verdad encontraba la experiencia maoísta? Je pense qu'il faut bien voir qu'il y a eu un maoïsme français. Bon, il y a la Chine, il y a l'histoire de la Chine, il y a des références à l'histoire de la Chine, mais il y a eu un maoïsme français. Et je pense que ce maoïsme français avait probablement plusieurs caractéristiques. La première, il faut bien voir, c'est que c'était une critique de la façon d'agir du Parti communiste français. Le Parti communiste français était une puissance, c'était un grand parti qui avait joué un grand rôle dans la résistance et qui était une des grandes forces politiques nationales. Nous avons tous été très frappés que quand il y a eu mai 68, ce parti, au lieu de s'engager dans le mouvement, a freiné, a tenté de séparer les étudiants et les ouvriers, enfin une position finalement plutôt négative à l'égard du mouvement. Et cela a entraîné chez nous l'idée qu'il y avait peut-être une contradiction
entre les partis communistes, liés à l'Union soviétique, toute cette machinerie, et le mouvement réel de la Révolution, appelons-le comme ça. C'est-à-dire que le Parti communiste était plutôt un obstacle à la nouveauté révolutionnaire qu'il n'était. Et donc nous avons accepté la critique qu'à cette même époque, le Parti communiste chinois faisait du Parti communiste soviétique, le caractérisant comme un parti finalement qui avait cessé d'être vraiment révolutionnaire. Et pour nous, ça signifiait d'abord, parmi les tâches de l'action, il y a de se détourner de la forme traditionnelle du Parti communiste et d'inventer autre chose, d'inventer une autre forme d'organisation que celle que représentait le Parti communiste. Ça, c'était le premier point. Et puis le deuxième point, qui était pour nous aussi un maoïste, c'est qu'il fallait que les étudiants, les intellectuels, s'engagent réellement dans la vie populaire, c'est-à-dire soient vraiment, concrètement liés à la masse des gens ordinaires, des travailleurs, des ouvriers, etc. Ce qui était appelé dans le langage maoïste la liaison de masse. La liaison de masse, c'était pour nous quelque chose de très important, c'est-à-dire l'activité politique ne pouvait pas garder la séparation entre les intellectuels et les manuels, etc. Il fallait rompre cette séparation, non pas seulement dans les idées, mais aussi dans les faits. Alors, le maoïsme, c'était ça, c'était critique des vieux partis communistes et liaison de masse dans la pratique militante. Y es en ese mismo periodo que usted empieza a, digamos, a discutir también la teoría de Lacan. Oui, tout cela est arrivé en même temps. Et vous voyez, Lacan était très important pour moi et pour plusieurs autres, pour une raison qui reste aujourd'hui fondamentale. Philosophiquement, tout ça se passe au moment où il y a ce qu'on a appelé le structuralisme. Le structuralisme, une vision de la pensée et de la philosophie extrêmement tournée vers la science. C'est-à-dire vers le structuralisme, c'est une affirmation qu'il est possible d'analyser objectivement la situation, de découvrir les structures. Et c'est aussi l'idée que nous sommes, au fond, le résultat d'un certain nombre de structures, que la vie humaine est structurée de façon souvent inconsciente, finalement, mais que ce sont les structures qui lui donnent son sens et sa vérité. Alors, Lacan intervient dans le milieu de la psychanalyse de ce point de vue-là, mais Lacan maintient la catégorie de sujet. Voilà, c'est ça qui est décisif. C'est-à-dire, Lacan tente une sorte de synthèse entre la pensée des structures et la vie du sujet. Il va dire, bien sûr, il y a des structures, mais le sujet n'est pas réductible aux structures. Il y a une marge de liberté, de désir propre, qui fait qu'on ne peut pas tout réduire aux structures. Et donc, nous avons été passionnés par Lacan, parce que nous avions le même problème en politique. Est-ce que l'économie, les rapports sociaux, les rapports de classe sont une structure qui détermine l'action ? Ou bien est-ce qu'il est possible de rester un sujet actif, un sujet pratique, qui n'est pas déduit ou qui n'est pas réductible aux structures sociales et économiques. Et donc, Lacan nous donnait des moyens de lutter contre l'économisme dans la politique, c'est-à-dire contre l'idée que finalement c'est l'économie qui décide de tout. Voilà. Parce qu'il avait, dans son domaine à lui, la psychanalyse, il avait montré comment on pouvait garder la catégorie de sujet. Y me imagino que esa discusión era especialmente dramática en los años 80, en el periodo, digamos, de la reacción y de la polémica con los nuevos filósofos. Oui, ça bien sûr. Après, là, nous parlions des belles années, hein, des belles années rouges, comme nous les appelions. Après, il y a la grande réaction des années 80, et dans la grande réaction des années 80, le problème devient celui d'organiser une sorte de résistance, y compris intellectuelle, y compris philosophique, contre les idées réactionnaires qui reviennent avec force. Et ça, c'est une période de résistance, une période difficile, une période d'isolement aussi, en partie, parce qu'il s'est produit que beaucoup des jeunes intellectuels qui s'étaient engagés dans le mouvement après mai 68, dans les années rouges, se sont retirés, voilà. Et se sont retirés sur des positions tout à fait classiquement réactionnaires. Et donc là, le problème principal, ça a été de trouver les moyens de maintenir notre pensée et notre liberté, finalement, contre cette réaction.
Et c'est à cette époque qu'il a fallu travailler beaucoup en philosophie pour montrer qu'une philosophie de l'émancipation, une philosophie de la création et de la liberté humaine restait possible, même au milieu du déchaînement réactionnaire. Y es el momento de la fundación, digamos, de su ontología y, bueno, más tarde la publicación del Ser y el Acontecimiento, ¿no? Quería preguntarle qué es lo que abre en su trayectoria intelectual la publicación del Ser y el Acontecimiento. La publication de L'Être et l'événement est tout à fait importante parce qu'elle démontre qu'il est possible de construire une philosophie complète, systématique, de donner une orientation ontologique et de construire aussi une théorie de l'événement dans des conditions telles que tout cela permet de continuer à penser la possibilité de l'émancipation, de la création et du mouvement. Voilà. C'est-à-dire que L'Être et l'événement, c'est un peu, en philosophie, ce qu'avait fait Lacan en psychanalyse. C'est-à-dire accepter le formalisme, accepter les mathématiques, accepter les structures, mais le faire de telle manière que justement ça préserve et ça permet de penser ce qui passe à travers tout ça comme figure de création, de liberté et de nouveauté. Autrement dit, vous savez, tout ça, on pourrait dire, c'est la lutte contre la répétition, finalement. C'est la lutte contre l'idée que le monde est voué à la répétition. Alors nous acceptons qu'il y ait des lois de la répétition, bien sûr, il y en a, mais il s'agit de toujours pouvoir penser la répétition de telle sorte que quelque chose vient arrêter la répétition, qu'il y a une possibilité que la répétition soit arrêtée et que le nouveau apparaisse. Alors L'Être et l'événement, c'est un cadre général pour penser cette possibilité d'une interruption de la répétition. Donc la vie n'est pas vouée à être toujours la même chose. C'est-à-dire, elle n'est pas vouée à être la mort, finalement. Y en ese sentido, ¿cómo definiría el papel tan importante de la matemática en su pensamiento? Je pense que la mathématique consiste simplement à formaliser, à donner une forme rigoureuse à l'idée aux grandes idées de structure et de répétition. Et que la mathématique, c'est le moment où, au lieu de décrire simplement les phénomènes objectifs, vous allez directement à la forme intérieure à ces phénomènes. Si vous voulez, j'ai fait en philosophie ce que les physiciens font très naturellement. Quand les physiciens cherchent à découvrir les structures du monde naturel, ils ont absolument besoin de les décrire de façon mathématique. Finalement, les lois du monde, ce sont des équations. Voilà. Alors, c'est une simple comparaison, mais d'une certaine manière, je présente les concepts de la philosophie de telle sorte qu'on voit qu'ils ont une cohérence formelle aussi. Ils ont une cohérence formelle. Et pour prouver qu'ils ont cette cohérence formelle, eh bien, il faut utiliser les mathématiques parce que finalement, la cohérence formelle, c'est toujours la cohérence mathématique dans tous les domaines, que ce soit la physique, la philosophie ou les sciences humaines. Alors, j'en ai tiré la conclusion qu'en fin de compte, ce qu'on appelle l'être des choses, l'être de cette table ou de vous, eh bien, c'est simplement quelque chose qui est formel. Et évidemment, il faudra après dire qu'est-ce qui est singulier, qu'est-ce qui n'est pas formel, qu'est-ce qui n'est pas réductible à cette forme. Mais on commencera par la forme. Et si on commence par la forme, y compris mathématique, alors on pourra peut-être penser ce qui n'est pas la forme, ce qui est autre chose que la forme, c'est-à-dire autre chose que la structure ou la répétition. Voilà pourquoi l'usage des mathématiques est très important. Il était d'ailleurs déjà très important pour Lacan. De ce point de vue-là, je reste son disciple. Quería preguntarle si tiene alguna relación o siente que ha tenido algún impacto el movimiento y el pensamiento feminista en su trayectoria. Je pense que le féminisme a été pour moi une indication politique et sociale en même temps, de l'importance extrême d'une pensée précise de la différence. C'est-à-dire, quelle est la fonction exacte des grandes différences? Alors, nous avions travaillé sur, par exemple, des différences du type quel est le rôle politique de la différence entre le travail intellectuel et le travail manuel, par exemple. Nous avions aussi travaillé sur des différences comme
les mondes industriels et le monde campagnard, entre les puissances impérialistes et les pays pauvres. D'une certaine manière, la pensée et les effets politiques et collectifs de la différence entre les hommes et les femmes sont apparus à travers le féminisme et se sont incorporés en quelque sorte à cette vision générale qui est que toute politique doit tenir compte et incorporer une pensée réelle des différences. Et elle ne doit pas vouloir tout réduire au même. Et ça, c'est un peu ce que faisaient quand même les vieux partis communistes. Les vieux partis communistes étaient dominés par une pensée de l'identité. Ils appelaient ça l'identité de classe. C'était quand même une identité. Et je crois que la pensée révolutionnaire moderne, c'est une pensée qui ne prétend pas réduire tout au même, mais qui prétend montrer qu'à l'intérieur de la différence, on peut trouver en politique un principe commun. Simplement, ce principe commun, il doit accepter la différence. Il doit être dans l'épreuve de la différence. C'est sur ce point que le féminisme a été quand même une leçon essentielle. Lo pensaba también en relación al personaje femenino que dijo que incluyó en la República de Platón, que también es como el personaje que no se deja convencer. Oui, absolument, absolument. C'est qu'on voit bien que dans la vraie République de Platon, le maître, Socrate, pense que les jeunes gens sont les mêmes et que donc il sait ce qui peut les convaincre, parce que ce qui peut les convaincre, c'est ce qui peut le convaincre lui. On est quand même sur le fond de tout ça, c'est entre hommes, alors on se comprend. L'introduction d'une jeune femme montre que le problème est plus compliqué, c'est-à-dire comment vous allez convaincre quelqu'un dont vous pouvez supposer qu'il est différent, en tout cas. Peut-être que ses chemins de pensée ne sont pas exactement les mêmes. Alors évidemment, ça met Socrate à l'épreuve, parce qu'il a l'habitude que finalement les jeunes gens finissent par lui dire oui, tu as raison, voilà. Mais elle dit mais oui, elle dit oui, mais elle dit non aussi. Elle dit je comprends pas, ou bien je pense pas comme ça. Et c'est un exemple concret, littéraire finalement, de ce dont nous parlions juste avant. Il y a l'incorporation de la différence, ça veut dire que les discussions sont différentes. Et ce n'est pas à travers les mêmes discussions qu'on va arriver à l'unité. C'est ça le point le plus important. Et il y aura des discussions peut-être plus longues, peut-être plus compliquées pour arriver à l'unité. Le but est évidemment en politique d'arriver à l'unité, parce que si vous faites une action, cette action représente une certaine unité. Mais comment cette unité a-t-elle traversé les différences? Ça, c'est un problème qui était négligé. J'ai toujours été très frappé que dans les vieux partis communistes, on organisait les gens à part. Il y avait des cellules d'intellectuels, des cellules d'ouvriers, et c'était le parti qui faisait l'identité de tout. Notre vision est différente. Il faut que cette unité soit construite dans le réel et en traversant les différences, pas en les écartant. Y también me hace acordar a la discusión que hubo en Francia también en los 90, que en relación a lo universal y lo singular vinculado a la cuestión musulmana, ¿no? O después incluso a la cuestión de la banlieue, ¿no? Como lo impensable de la política, y me parece que me interesaba cómo usted vincula esas situaciones con esta problemática de lo singular y lo universal. Bien sûr, là c'est devenu un problème politique majeur, D'ailleurs, à partir déjà de la fin des années 80, une grande partie de mon travail avec mes amis politiques a porté sur cette question. C'est-à-dire, finalement, quelle est la place des différences et des identités dans la construction de l'unité politique. Et il faut partir de l'idée qu'on va trouver l'unité dans la différence, et non pas exiger qu'il y ait l'identité pour trouver l'unité. Et ça veut dire que, par exemple, sur la question nationale, eh bien, s'il y a des gens qui ont manifestement une autre nationalité, un autre langage, une autre culture, eh bien, on ne va pas dire on ne peut pas faire une unité avec eux, puisqu'ils n'ont pas la même identité. C'est là qu'il faut distinguer unité et identité. Il peut y avoir une unité politique très forte. Moi-même, j'ai vécu des unités politiques très fortes avec des gens qui étaient des ouvriers africains, vraiment très différents de moi, ça je vous assure, très très différents. Et c'était au contraire une joie de parvenir à l'unité avec eux,
à travers des discussions importantes, à travers des discussions, à travers des connaissances réciproques, hein, mais finalement, sur des points politiques très importants, nous arrivions à l'unité. Mais vous voyez que c'est un problème, c'est le travail de l'unité dans ce cas qui compte. Mais pour qu'il y ait ce travail de l'unité, il faut l'accepter. Et pour l'accepter, il ne faut pas s'engager dans des histoires identitaires qui sont irréductibles. Si vous commencez par dire je ne peux discuter qu'avec quelqu'un qui est un occidental, partisan de ceci ou de cela, laïque, qui n'a pas une autre religion, hein, vous n'y arriverez jamais. Vous aboutirez à l'exclusion. Inévitablement, vous aboutirez à l'exclusion, et nos gouvernements successifs ont passé leur temps à voter des lois d'exclusion, de restriction, d'impossibilité de donner les papiers légaux aux gens. Nous avons mené des combats terribles là-dessus, très importants, qui ne sont pas finis d'ailleurs, parce qu'il y va de la conception même de l'unité politique. Donc c'est une question très importante, c'est symboliquement une question décisive même. Ou bien on accepte ce travail de l'unité dans la différence elle-même, ou bien on ne l'accepte pas. Mais c'est un choix fondamental. Un choix fondamental, c'est la raison pour laquelle tous les groupes progressistes en France ont tous été amenés à s'occuper de cette question de l'immigration et des travailleurs étrangers, de la question des papiers, de la question de l'accès aux hôpitaux, de l'accès à l'école, etc., en disant que l'égalité des droits pour ces gens-là était le premier geste qu'on pouvait faire pour dire en un certain sens, nous reconnaissons notre unité humaine avec eux et nous ne faisons pas de la différence un obstacle définitif à cette reconnaissance. Et ça, je pense que c'est quand même une vision des choses tout à fait capitale. Ahora, para volver al principio, sería la cuestión de la inmigración pone de nuevo la lucha anticolonial en el centro de la métropole. Oui, absolument. Et surtout, non seulement la lutte anticoloniale, mais je dirais la lutte contre la mémoire de la colonisation. Parce que nous avons encore quelques colonies, pas beaucoup, mais la mentalité coloniale, la mentalité est restée coloniale, elle est restée dans l'idée que nous avons une supériorité sur les autres. Voilà. Parce que quand vous dites que votre identité est telle que vous exigez de l'autre qu'il ait la même identité que vous, ça revient toujours à dire que votre identité est supérieure. Sinon, pourquoi la défendre? En réalité, les gens disent, oui, il n'est pas comme moi, mais ils pensent toujours, en réalité, il ferait mieux d'être comme moi. S'il était comme moi, il serait mieux. Donc c'est toujours une affirmation de supériorité. Briser cette affirmation de supériorité, c'est en effet, comme vous le dites, briser avec la mémoire coloniale complètement, et repartir sur une base qui est la reconnaissance effective de l'humanité de tous, dans la différence. C'est aussi ça, après tout, les fondements de l'internationalisme véritable. Pour être internationaliste, il faut penser comme cela. Et alors c'est pourquoi je pense que la question des immigrés, la question des étrangers, la question des droits des étrangers, à l'intérieur même de la France, c'est déjà la question de l'internationalisme. C'est l'internationalisme à l'intérieur. Y la cuestión de la inmigración, ¿también le parece que renueva o obliga a renovar la discusión sobre qué es la condición obrera hoy? Absolument, absolument. Mais il faut bien voir que ce n'est pas ça complètement nouveau, parce que dans l'histoire de la condition ouvrière, il y a toujours eu aussi la question des étrangers. Avant-guerre, en France, il y avait de grandes discussions sur les ouvriers italiens, sur les ouvriers polonais, sur les ouvriers espagnols. Aujourd'hui, c'est sur les ouvriers marocains, algériens, maliens, etc. Mais je suis frappé de voir que ces discussions sont très semblables. Et les raisons qu'on donne contre ces ouvriers, les nouveaux venus ouvriers, sont absolument les mêmes. Absolument les mêmes, il n'y a pas de changement. Ils ne sont pas vraiment civilisés, ils ont une religion barbare, ils maltraitent les femmes, etc. On entendait ça sur les Polonais et les Espagnols avant la guerre. On l'entend aujourd'hui sur d'autres populations. Donc c'est une vieille histoire du rapport aux étrangers, et je crois que l'humanité ferait un grand pas en avant si elle se débarrassait de tous ces discours d'exclusion et de rejet de l'étranger. Et ça se pose très fortement chez les ouvriers, parce que c'est ça qui interdit l'unité ouvrière. Or, l'unité ouvrière, pour le moindre combat, si vous faites une grève, vous ne pouvez pas continuer à dire
je ne ferai pas la grève avec les Espagnols ou je ne ferai pas la grève avec les Africains. Vous comprenez, la grève, il faut la faire avec tout le monde. Donc, c'est un problème vraiment essentiel. Usted escribió un libro que se llama El siglo y yo quería saber, desde esa reflexión, desde esa evaluación del siglo, en términos filosóficos y políticos, qué lugar o qué impacto de alguna manera tuvo algunos acontecimientos importantes en la última década de América Latina, como la cuestión del zapatismo. Je pense que l'Amérique latine a été le siège au cours du XXe siècle de mouvements tout à fait importants. Alors il y a eu effectivement les composantes les plus populaires et révolutionnaires de la révolution mexicaine, le zapatisme, comme cité, mais après tout il y a eu aussi la révolution cubaine, il y a eu les aventures compliquées politiquement des guérillas successives, il y a eu la lutte contre les dictatures militaires. Donc l'histoire de l'Amérique latine est une histoire violente, tourmentée et originale à l'intérieur du XXe siècle. Et dans le nouveau siècle qui s'ouvre, on voit que, en réalité, les puissances de l'Amérique latine, petit à petit, conquièrent quand même une forme d'indépendance nouvelle et qu'elles sont de plus en plus importantes sur la scène mondiale. Le temps où c'était quand même fondamentalement des clients des États-Unis est un peu dépassé, encore beaucoup de problèmes, enfin il était un peu dépassé. Et je pense que ces expériences politiques de l'Amérique latine au XXe siècle ont contribué à tout cela, dans leur complexité, et que maintenant c'est sûr que l'Amérique latine est un acteur particulier de la scène mondiale. Et c'est pour ça que quand je viens ici, j'ai un sentiment intuitif, tout à fait intuitif, mais j'ai un sentiment comment l'appeler, un sentiment d'avenir, un sentiment d'ouverture du futur, un sentiment de possibilité, si vous voulez, de quelque chose que j'avoue ne plus avoir vraiment beaucoup dans la France, qui est un vieux pays fatigué. Mencionaba el zapatismo porque fue como el movimiento que, después del fracaso, digamos, de la hipótesis revolucionaria de toma del poder, plantea una distancia con el Estado que, bueno, en muchos sentidos tuvo alguna afinidad o algún tipo de repercusión con teorías como la que usted plantea. Absolument. Il y a dans le zapatisme une idée tout à fait nouvelle qui est, avec laquelle je suis tout à fait d'accord, qui est qu'il ne faut pas être obsédé par le pouvoir, par l'État. Que d'une certaine façon, on peut développer une politique qui trouve des lieux politiques pour se déployer, pour se développer, et qui ne se précipite pas sur la question du pouvoir central d'État, qui essaie au contraire de former d'abord une mentalité différente. Ça, je crois que c'est très vrai. Je pense qu'aujourd'hui, la question subjective est la plus importante. Bien sûr, les questions de l'État, du pouvoir, du rapport au pouvoir ne peuvent pas être évitées. Donc, les zapatistes eux-mêmes avaient une force armée qui se présentait comme purement défensive, et qui disait on ne va pas vous attaquer, mais si vous nous attaquez, nous nous défendrons. Mais il s'agissait de défendre un espace de création, d'invention et d'unité, de construction d'unité nouvelle. La question des populations indiennes était d'ailleurs tout à fait importante dans cette disposition-là. Et donc ça, c'est un grand exemple des nouveautés politiques nécessaires aujourd'hui. La distance par rapport à l'État, la nécessité d'organiser une subjectivité nouvelle et de le faire en assumant les différences, y compris les plus importantes et les plus radicales. Donc ça, c'est vraiment, ça c'est les grands problèmes de la politique du XXIe siècle. Y hay una cierta tendencia actual de una traducción del lacanismo en política, muy representado intelectualmente por ahí por Zizek, Laclau y Judith Butler. ¿Cuál es su posición respecto a eso? Y después también me gustaría saber su posición respecto de la crítica que Deleuze y Guattari hacen a Lacan. Oui, je voudrais dire d'abord que je suis sans doute moins proche de cette idée, de cette transposition
politique de Lacan que Zizek, qui est un ami. Qui est un ami. Et parce que je pense que cela aboutit quand même, y compris chez lui, à une sorte de position toujours un peu sceptique sur ce qui se passe. Et ça, c'est la position des psychanalystes quand même en général. Les psychanalystes connaissent bien les ruses de l'inconscient, ils savent que le sujet peut être dupe de lui-même, ils savent que beaucoup de choses sont en réalité de caractère névrotique, ils savent que le désir du sujet lui est obscur, etc. Et donc ils ont une grande force critique, tout cela a une grande force critique, mais quelquefois il faut s'abandonner à l'affirmation, quelquefois il faut croire quand même. Il faut croire, pas trop chercher tout ce qu'il y a derrière la croyance, parce que ça finit par l'affaiblir et la rendre vaine. Je vous ai dit tout à l'heure que Lacan avait été très important pour moi à un niveau formel général. Je pense que Lacan est celui qui a maintenu la catégorie de sujet contre le règne des structures, et il l'a fait avec un génie formidable. Ça ne se transpose pas directement dans la politique. La politique a ses propres règles, elle a ses propres lois, elle est son propre univers, et en plus, et fondamentalement, elle est un phénomène collectif. Or, la psychanalyse n'a jamais réussi à être un vrai phénomène collectif, parce que les écoles de psychanalyse, c'est absolument terrible. C'est au contraire le règne des chefs, des querelles, des divisions. C'est le modèle même du désordre politique le plus total. En politique, vous avez besoin de l'unité collective. C'est même, au fond, l'objectif principal, obtenir une nouvelle forme d'unité collective. Et pour qu'il y ait une unité collective, il faut quand même accepter que les détails de la subjectivité de chacun soient en partie mis de côté, pas effacés, pas annulés, mais en partie mis de côté, au moins le temps que cette unité collective se construise et se maintienne. De ce point de vue-là, je pense qu'il y a des enseignements politiques qui proviennent de l'histoire politique et qui ne sont pas réductibles à ce qui provient de l'expérience psychanalytique. Donc je respecte entièrement l'enseignement de Lacan, mais je ne pense pas qu'il y ait sens à parler d'une politique lacanienne. Voilà. Et respecto de la critique de Deleuze et Guattari Alors en ce qui concerne Deleuze et Guattari, c'est un peu différent, parce que là nous avons une querelle philosophique. Alors. C'est-à-dire, je pense que chez Deleuze et Guattari, il y a une introduction, y compris dans le champ politique, de ce que j'appellerais un vitalisme. C'est-à-dire il y a quelque chose qui fait que l'unité, en fin de compte, provient de la puissance de la vie. Si elle a une vraie source, c'est cette puissance de la vie. Alors ce que je pense, c'est que ceci est en partie vrai pour les mouvements, les grands mouvements. Il est vrai que dans les grands mouvements, il y a un élément de joie vitale, comme ça, qui unifie tout le monde dans l'élan, dans l'enthousiasme, et que ceci, en effet, relève de certaines des analyses de Deleuze et Guattari sur les moments de déterritorialisation, les moments où la logique du désir est prégnante, etc. Mais comme nous l'apprenons dans la vie politique, le mouvement, ce n'est pas le tout de la politique. Le mouvement est nécessaire à la politique, mais la politique ne peut pas être réduite au mouvement. Dans les phénomènes d'unité collective construite, dans les phénomènes organisés, dans les phénomènes de transmission, il y a là des mécanismes qui ne sont pas réductibles à la vitalité des mouvements. C'est d'ailleurs une des grandes difficultés de la politique, qui est de savoir comment articuler la fidélité au mouvement et les périodes politiques autres que celles du mouvement. Tout mouvement commence et s'arrête. Si vous prenez par exemple les mouvements du printemps arabe de l'année dernière, on voit ça très clairement. Le mouvement est magnifique, il est enthousiasmant, mais la situation maintenant est très confuse, très compliquée. On a l'impression que des gens qui n'étaient pas dans le mouvement capturent le mouvement, etc. Il faut maîtriser les deux. Et au fond, je dirais volontiers que pour les mouvements, on peut utiliser Deleuze, mais pour ce qui suit, c'est quand même plutôt Lacan. Ahora, para ir justamente a la cuestión de las revueltas árabes, usted dijo que veía ahí una generosidad de masas que le conmovía,
Y en relación al 15M en Madrid y un movimiento más a nivel europeo, lo caracterizó como que ahí había aún una nostalgia de Estado. ¿Ve entonces distinta intensidad, distinta radicalización política en los dos movimientos? Oui, je crois qu'il y a une grande différence entre les deux mouvements, tout à fait. Je pense qu'ils ont été liés parce que c'est un peu parce qu'il y avait eu le printemps arabe qu'il y a eu le mouvement des indignés en Espagne, à Wall Street, etc. Mais je pense qu'ils sont tout à fait différents pour deux raisons. La première raison, c'est que l'objectif des grandes mobilisations dans le monde arabe était un objectif précis qui rassemblait des foules énormes. Cet objectif était le départ des dirigeants de l'État. Voilà. C'était un objectif très défini, très restreint d'une certaine manière, mais qui a rassemblé des foules énormes. Et alors que ce n'était pas le cas des indignés. Les indignés, au fond, ce que demandaient exactement les indignés n'était pas précis. Ils exprimaient plutôt leur dégoût ou leur mécontentement de la domination financière sur le monde occidental. C'était donc à bas Wall Street, mais il n'y avait pas de mot d'ordre unificateur qui aurait pu donner une sanction. Et par conséquent, le mouvement des indignés ne pouvait pas être victorieux. Il n'y avait pas d'idée de la victoire. Les mouvements arabes, oui. Si vous dites Moubarak dégage, et si Moubarak s'en va, eh bien vous êtes victorieux. À un moment. Après la victoire, ça devient très compliqué, mais vous êtes victorieux. Tandis que les indignés, on ne savait pas, finalement. Ils n'allaient pas s'emparer de la finance, il n'y avait pas de... Ça, c'est une première différence très importante. C'est très différent en politique quand vous savez ce que c'est qu'une victoire et quand vous ne le savez pas. Parce que quand vous le savez, c'est un combat, tandis que quand vous ne savez pas, c'est une protestation. Voilà la différence. Et puis, la deuxième différence, c'est que la base sociale, la base populaire des soulèvements arabes réalisait vraiment une unité inconnue. On a vu ensemble des chrétiens coptes et des musulmans, de jeunes révolutionnaires et des gens tout à fait ordinaires, des hommes et des femmes, des familles, des ouvriers, etc. Et donc vraiment quand même une représentation du peuple tout entier, d'une certaine façon. Si on regarde les indignés, dans les deux cas, c'était quand même principalement la jeunesse. C'était principalement la jeunesse. Bon, c'est très bien, mais quand c'est principalement, voire seulement la jeunesse, on sait que toute une partie du peuple n'est pas dans l'affaire. Et on le voit parce qu'au moment même où les indignés étaient là, il y avait des élections qui élisaient l'extrême droite au pouvoir. Et donc, c'était quand même des mouvements, moi je les soutiens absolument, je les ai trouvés tout à fait sympathiques, mais il faut être réaliste, c'était des mouvements qui étaient des protestations en fin de compte isolées. Et c'est aussi pour ça que leur avenir est tout à fait incertain. Y para terminar, me gustaría como caracterizar el ciclo, digamos, que en Francia se cierra con Sarkozy, si usted piensa que se cierra. ¿Cómo caracterizar ese ciclo? Usted escribió un artículo muy importante que es ¿qué significa el nombre Sarkozy? Me gustaría una caractérisation politique. Je pense qu'une période s'achève, en France et dans le monde, réellement. Je pense qu'un cycle s'achève, qui a été un grand cycle réactionnaire, en fait, finalement, mondial. Nous avons vu, sur les 30 ou 40 dernières années, nous avons vu l'écroulement de l'Union soviétique, le capitalisme déchaîné en Chine, les mouvements de mai 68 oubliés ou effacés, vu les nouvelles guerres impérialistes en Afrique ou au Moyen-Orient, et l'idéologie elle-même était devenue une idéologie bourgeoise, vraiment, tout à fait à la fois moraliste, nationaliste, identitaire, anti-étranger, bon, tout ça dominait quand même. Et le marxisme a été attaqué violemment. Bon. Et je pense que nous voyons aujourd'hui le commencement fragile, mais le commencement d'autre chose. Alors cette autre chose, j'espère que ce sera le développement de ce dont nous parlions avant, c'est-à-dire les nouvelles inventions nécessaires à la politique du XXIe siècle. J'en vois un signe dans
dans l'intérêt nouveau qu'il y a pour ce qui s'est fait pendant la période de positive. Parce que même dans les périodes de réaction, il y a des gens qui travaillent, il y a des gens qui maintiennent des positions, des gens qui résistent, etc. Et je pense qu'aujourd'hui, on voit réapparaître tout ça, on voit une certaine reconnaissance de ce travail de résistance intellectuelle qui a eu lieu pendant cette période. Et tout ça est le signe qu'à échelle mondiale, nous entrons dans une nouvelle période que je caractériserais comme une période où on va chercher, et j'espère trouver, les nouvelles formes de l'émancipation. Au fond, je crois, et je l'ai dit, que la forme classique de la politique, y compris révolutionnaire, a été critiquée, que sa période est finie, que donc nous allons inventer partout dans le monde, au départ sous des formes dispersées, mais c'est pas grave. Nous allons inventer ce dont nous parlions, c'est-à-dire en vérité quelle est la nouvelle figure du sujet politique. Et que c'est ça la grande question au seuil de ce siècle. Merci beaucoup. ¿Está bien? Vamos justito. Muy bien. Muchas gracias. Merci à vos questions qui étaient très bonnes. Gracias.